Eh bien, bonjour à vous tous. Nous sommes très très heureux en fait de démarrer ce webinaire qui est en fait le deuxième de l'ISQ depuis le début de l'année. Ce webinaire en fait est adressé à toutes les personnes qui s'intéressent en fait à la qualification OPQCM. Et nous sommes aussi très heureux de pouvoir accueillir un plateau qualitatif et important puisque nous avons en fait 3 personnes qui est présent. Nathalie Leroy, qui est la déléguée générale du Conseil national des achats, qui est d'ailleurs en fait partenaire de cet événement. Jacques Perrotto, qui est en fait président du comité de qualification de l'ISQ. Et puis Frédéric Jamet, qui est à la fois instructeur, mais aussi en fait adhérent à l'ISQ et donc a obtenu au sein de son entreprise la qualification au PQCM. Donc ce webinaire en fait va durer aux alentours d'une heure, mais certainement maximum une heure. Nous avons déjà démarré l'enregistrement en fait de ce webinaire. Et donc, vous aurez la possibilité, à la fois sur les réseaux sociaux, mais pour toutes les personnes qui se sont inscrites directement, donc la possibilité de recevoir et de revoir en fait le webinaire en replay. Alors, nous avons donc un programme qui est relativement chargé, mais on va essayer de faire le plus simple possible et le plus efficace possible pour que vous puissiez optimiser votre temps. Donc, dans un premier temps, nous aurons en fait les 3 personnes qui vont se présenter. Moi-même, je suis Christophe Dupont et je suis en fait chargé de communication et de relations publiques au niveau de l'ISQ. Et ça fait maintenant pratiquement 1 an et demi que je suis à ce poste-là et je suis un ancien dirigeant d'entreprise, une entreprise qui était plutôt dans le domaine de la formation et du conseil. Les présentations vont démarrer. Juste après, nous présenterons en fait l'ISQ avec un tout petit rappel sur l'historique de l'ISQ, qui est en fait l'association qui porte la qualification au PQCM. Ensuite, nous aurons en fait une description en fait de ce qu'est la qualification, comment ça se passe, comment c'est organisé, comment nous sommes organisés aussi au niveau de la gouvernance à ce niveau-là. Et puis, nous rentrerons après sur tout ce qui est l'intérêt d'avoir la qualification, qu'est-ce que ça peut apporter, quels sont les domaines en fait, que nous pouvons qualifier. Vous verrez, en fait, on a 18 domaines et c'est quelque chose de relativement large. Et puis, après, tout ce qui peut être, je dirais, un intérêt particulier, et notamment grâce au témoignage de Frédéric, nous aurons en fait aussi un retour d'expérience. Alors, on va démarrer tout de suite avec Nathalie Leroy. Bienvenue, Nathalie. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence à notre webinaire. C'est une première. C'est la première fois que nous faisons quelque chose avec le CNA. Et je crois que, et j'en suis sûr même, puisque j'ai pu me renseigner sur le CNA, c'est une association très importante avec un nombre d'adhérents relativement important. Alors, je vais vous laisser évidemment vous présenter. Si vous pouviez nous faire un petit point sur votre cursus et puis évidemment nous présenter le CNA. Bien sûr. Alors, bon, je vais peut-être commencer par le CNA et je me présenterai brièvement après. Donc, le Conseil national des achats est une association qui a 75 ans, hein, donc effectivement, qui est une vieille dame et qui est maintenant, je dirais, la tête de réseau de la fonction achat en France. Je dis en France parce qu'en fait, on a une représentation territoriale, hein, on est présent sur toute la France et organisé avec 11 régions. 11 régions, ça veut dire 11 présidents de région et des CODIR, donc plus de 120 bénévoles, hein, qui sont des experts, des spécialistes des achats, des directeurs achats, qui donnent de leur temps, en tout cas, pour répondre, je dirais, aux missions essentielles de cette association qui est véritablement de promouvoir la fonction achat et de l'accompagner dans toutes ces transformations. On voit effectivement que, il y a quelques années, 20 à 30 ans et encore avant, les achats, c'était des approvisionneurs, hein. On a eu toute cette période dans les années 90, 2000 où les achats étaient énormément
des cost killers, voilà, une fonction qui était là vraiment pour diminuer les coûts, ce qui est toujours le cas, mais en tout cas, maintenant, ce sont aussi rajoutés vraiment des enjeux RSE. On l'a vu aussi avec l'accélération de tout ce qu'a apporté cette crise sanitaire. La fonction achat s'est retrouvée véritablement en première ligne. Sur les enjeux de supply chain, sur des enjeux géopolitiques, sur des enjeux de logistique et puis également sur tout ce qui concerne la transition écologique et sociale. Donc, c'est pour ça que le Sénat est positionné pour organiser, je dirais, un certain nombre de conférences. Nous organisons des universités des achats tous les ans avec vraiment des experts. Nous avions également des ministres qui étaient présents lors de nos universités fin décembre dernier. Et tout ça, c'est vraiment pour accompagner toute la transformation de cette fonction et qu'on soit véritablement un levier de création de valeur et d'accompagnement pour les transformations des organisations, qu'elles soient privées ou publiques, puisque l'association a à la fois des adhérents dans le domaine privé, public, que ce soit grande organisation ou plus petite. Donc, moi, je suis ravie, en tout cas, je vous remercie pour cette invitation, puisque, bien entendu, les achats de prestations de conseil sont pour nous un volet aussi important. Nous avons d'ailleurs, à ce titre, un club des acheteurs de prestations intellectuelles au sein de l'association. Nous travaillons énormément sur tout ce qui concerne aussi la qualité des relations clients-fournisseurs. On y reviendra après, mais effectivement, cette qualification dont on va parler dans le cadre de cette conférence est un point important sur la confiance, en tout cas, et cette relation client-fournisseur qui est le gage d'un travail, d'une construction et de création de valeur de part et d'autre. En quelques mots par rapport à mon parcours, moi, j'ai un parcours assez atypique, assez varié. J'ai quand même passé plus d'une douzaine d'années au sein de la direction des achats du groupe SNCF, où j'ai été recrutée comme jeune cadre, jeune acheteur, lorsqu'en 98, la SNCF a créé donc sa direction des achats et a créé un département d'achat de prestations intellectuelles. Et j'ai notamment fait partie des précurseurs qui ont monté, je dirais, tous les process pour acheter des prestations de conseil. D'accord. Donc, voilà, à ce titre, je suis doublement intéressée aussi par nos échanges d'aujourd'hui. D'où votre présence aujourd'hui parmi nous. Et on vous remercie beaucoup de cette participation. Je sais en plus qu'il y a au sein du CNA un club des acheteurs de prestations qui est tout à fait adapté justement vis-à-vis de nos adhérents qui sont effectivement des personnes qui agissent sur ce marché-là. Et donc, on est très heureux aussi de les accueillir. Ça permettra aussi pour eux de mieux comprendre en fait quel est l'intérêt d'avoir cette qualification au PQCM et qui fait en fait toute la valeur en fait de cette qualification. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Nous allons en fait passer au niveau de la présentation à Frédéric. Donc Frédéric Jamet, merci. Vous êtes un petit peu plus loin que je crois que vous êtes dans le sud de la France, il me semble. Exact. Bonjour à tous. En tout cas, je suis lyonnais et régulièrement à Paris, mais en tout cas installé à Lyon. Moi, je suis en fait avec d'autres associés le fondateur de l'entreprise Seven Partners qu'on a créée en 2011 sur deux métiers principaux, l'optimisation des charges sociales et le financement de l'innovation via le dispositif du crédit d'impôt recherche. Ensuite, suite à notre développement, nous avons rejoint avec beaucoup de plaisir le groupe EPSA en 2015 pour être intégré à 100% à ce groupe qui a grossi beaucoup en croissance organique et en croissance externe. Et pour en dire quelques mots sur le groupe EPSA, aujourd'hui, c'est un groupe qui en chiffre d'affaires dépasse les 600 millions d'euros, positionné essentiellement sur 4 métiers. Le métier historique du groupe EPSA, créé par Mathieu Gufflet en 2001 sur la partie achat. Et donc, on a une activité importante sur du conseil en achat. Un second métier où on fait de l'achat pour compte de tiers, ou autrement appelé chez nous marketplace.
Et enfin, les deux autres métiers historiques de Seven Partners, où d'autres structures nous ont rejoints dans cette aventure au sein du groupe EPSA, que sont en fait le métier de l'optimisation des taxes avec une marque EPSA Tax, et le métier en fait de l'innovation de l'énergie avec une marque dédiée qui s'appelle EPSA Innovation Énergie, où on intervient globalement sur tout le spectre de l'innovation en matière financière, mais également en partie conseil technique. Et sur le volet énergie, eh bien, il en est de même, que ce soit sur la partie taxe ou que ce soit sur le financement ou l'efficacité. Et donc, je suis ravi d'intervenir dans ce webinaire, notamment parce que, bien sûr, on est adhérent de l'ISQ avec beaucoup de plaisir, et tellement finalement, eh bien que je suis également instructeur bénévole au sein de l'ISQ, mais en tout cas instructeur, et je pourrais peut-être apporter un témoignage pratique pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois que vous êtes qualifié au PQCM depuis 2018, il me semble. Oui, alors en fait, c'était même le renouvellement, donc finalement même initialement un peu plus tôt. Et moi, je ferai un focus plus spécifique sur mes thématiques, à savoir, on le verra ensuite après, Jacques le présentera, mais notamment la partie 7 et la partie 18. Plus orienté optimisation des coûts et finance. Très bien, parfait. Bah, écoutez, merci Frédéric. On va évidemment vous entendre un petit peu plus tard dans ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas, que ce soit Nathalie, Frédéric ou Jacques, à intervenir si vous avez besoin de compléter, je dirais, les propos des uns et des autres. Et surtout les miens, parce que je ne suis pas parfait et donc il est évident qu'il y aura des choses qu'il faudra compléter. Jacques, maintenant Jacques Perrotto. Alors, Jacques Perrotto, ça fait quelque temps que vous êtes à l'OPQCM, il me semble, et vous avez en fait une particularité. Vous êtes évidemment prestataire de services dans le domaine du conseil, mais aussi vous avez la particularité d'être président de la commission de qualification de l'OPQCM, il me semble. Tout à fait. Donc, mes activités de conseil, puisque j'exerce dans le management de projets urbains économiques, qui consiste à piloter des missions de diagnostic territorial, faisabilité, programmation, assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations de construction et d'aménagement. Donc, mes activités m'ont poussé à, d'une part, avoir une inscription syndicale au sein de Sinov, et puis le syndicat m'a confié le mandat de les représenter au sein de l'ISQ, et le conseil d'administration de l'ISQ m'a donné la charge d'animer le comité de qualification et de faire en sorte que le dispositif de qualification au PQCM soit à la fois un outil efficace, robuste et pérenne. Très bien. Voilà. Parfait. Bon, ben, pendant qu'on est effectivement sur votre intervention, Jacques, je vous propose en fait de nous faire un petit rappel historique au niveau de l'ISQ qui, il me semble, a été initialement créé grâce en fait à la qualification au PQCM dès 1979. Et donc, en fait, on voit effectivement les différentes activités de l'ISQ qui sont composées en fait de 4 grandes familles, on va dire. 3 familles qui sont liées à la formation, puisque dans le domaine de la formation, il y a effectivement énormément d'actualités dans ce domaine qui sont en fait notamment autour de la qualification Calliope. Et puis, l'activité de qualification au PQCM qui en fait est historique au niveau de l'ISQ. Je vous laisse intervenir, Jacques, à ce niveau-là. Oui. Bon, pour rappeler une série d'éléments qui sont assez fondamentaux. La première, c'est que le conseil et la formation regroupent des métiers qui sont liés aux prestations intellectuelles non réglementées. Donc, ça veut dire que, en fait,
n'importe quel entrepreneur peut, du jour au lendemain, dire, eh bien, je m'installe comme conseil ou je m'installe comme organisme de formation. Donc, ces activités non réglementées, il a fallu que les syndicats professionnels organisent les règles, organisent des contextes d'existence et de reconnaissance. En effet, il faut toujours se rappeler que les activités de conseil sont des activités qui sont définies comme étant des activités liées aux œuvres de l'art et de l'esprit, donc des choses immatérielles. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui concernent l'intelligence, qui concernent la production d'idées, la production de concepts. Et donc, cette dimension-là, cette dimension immatérielle, montre que la part de la réflexion, la part de l'intelligence est supérieure à la part du service. Et donc, on doit qualifier, on doit mettre en évidence des choses qui définissent, qui identifient, qui portent des singularités sur ces métiers-là. Alors, souvent, c'est des questions d'idées, des questions de savoir, donc des choses qui relèvent de l'intuition et qui relèvent de l'aptitude, et puis des façons qui sont liées à la façon de faire, donc la manière de conduire une intervention, et puis après les manières d'être, c'est-à-dire le comportement dans une relation client-conseil. Donc, on a cette obligation-là et cette responsabilité-là en tant que syndicat, eh bien, de dire les ressortissants de la branche du conseil eh bien, peuvent se distinguer les uns des autres à travers ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais surtout après en ce qu'ils sont vis-à-vis de la reconnaissance qui peuvent être exercées soit par les pairs, soit par les clients. OK, très bien. Alors, en fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a environ 400 cabinets qui sont qualifiés au PQCM. Alors, comment ça s'organise, cette qualification, Jacques? On est sur je crois qu'il y a 3 parties importantes en termes d'organisation. Et notamment, c'est une qualification qui est tierce partie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce point? Très, très rapidement, pourquoi on l'appelle tierce partie? Parce que dans la manière de faire reconnaître un prestataire de service dans le conseil, la première des façons de faire, c'est l'autoproclamation. C'est-à-dire qu'une entreprise dit, ben voilà, je suis un bon prestataire, je suis peut-être le meilleur, donc j'affiche mon ambition, j'affiche ce qui relève de la manière dont je me présente. Puis il y a une deuxième façon de se faire reconnaître, c'est ce qu'on appelle la seconde partie. Ça veut dire qu'ici, en seconde partie, eh bien, c'est le fournisseur qui reçoit un label par le client. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis à titre personnel labellisé ADEME pour conduire des missions. Donc, cette notion d'expertise est donnée par l'ADEME, par un fournisseur, une institution, une entité, et qui accorde, moyennant une série de critères, une labellisation à un prestataire. Et la troisième façon, c'est ce qu'on appelle la tierce partie. Donc, c'est le champ d'activité de l'OPQCM. Ça veut dire qu'en fait, c'est une entité extérieure et aux clients, et aux conseils, et aux fournisseurs, qui définit une série de règles qui sont contenues dans ce qu'on appelle un référentiel. Et ce référentiel-là est géré par la tierce partie, donc ici l'OPQCM, et qui permet à un client de l'aider et de sécuriser sa relation avec un prestataire de service. Et donc, cette
tierce partie, cet acteur extérieur à la relation client-conseil, est un gage de création de confiance dans une relation client-conseil. Très bien. Alors, j'ai un petit point à vous préciser au niveau des spectateurs. Premièrement, vous pouvez utiliser les questions-réponses. Vous avez un bouton questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez en fait des interrogations ou éventuellement des compléments d'informations à nous donner. Et le deuxième point, nous allons en fait tout de suite lancer un sondage pour mieux vous connaître et mieux savoir en fait qui vous êtes, de manière à ce qu'on puisse effectivement identifier un peu le contenu de l'audience qu'il y a. Voilà, donc je vous laisse remplir ce sondage et donc on va continuer avec Jacques Perrotto pour parler en fait du processus qui permet en fait de bien comprendre comment en fait notre qualification se déroule. Alors, en termes de processus, la qualification OPQCM est toujours une démarche volontaire qui est initiée par un prestataire de service, donc ici une entreprise de conseil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, rien ne n'oblige un entrepreneur, qu'il soit individuel ou sous forme de société, qui mène des activités de conseil, de devoir se qualifier. Donc, la qualification, c'est un acte, c'est une démarche volontaire. Cette démarche volontaire, elle va être après balisée par un référentiel, hein, c'est ce que j'avais annoncé. Ce référentiel-là, c'est un référentiel professionnel qui a été initié, qui a été construit et qui est géré, hein, qui évolue au sein de l'OPQCM. Donc, l'OPQCM est l'initiateur du référentiel et donc fait vivre ce référentiel. Il est constitué de toute une série de données, hein, qui sont celles de l'entreprise qui est postulante, et puis toute une série d'éléments de contexte propres à chaque entreprise de conseil, et également après de toutes les dynamiques professionnelles qui sont portées et impulsées par un prestataire. Donc, cette démarche volontaire s'inscrit dans la manière de dérouler un référentiel, et le référentiel est encadré par des exigences d'une accréditation du COFRAC. Donc, il y a ici une ça, c'est un point important, ça, effectivement, je crois. Hein. Cette accréditation du COFRAC, ce qui permet en fait de sécuriser en fait l'ensemble de notre qualification et permet en fait de crédibiliser l'intégralité de ces points-là. Hein. Ça veut dire que le référentiel est le professionnel, et que le dispositif OPQCM est un dispositif qui est reconnu, il est audité, il vit lui aussi, donc, et il repose après sur des procédures, hein, d'instruction qui sont à la fois reconnues et transparentes. Transparentes parce qu'elles sont écrites, et reconnues parce que le COFRAC en apporte son gage. Et ensuite, le processus donc, de qualification à travers la démarche volontaire, le référentiel, l'encadrement par le COFRAC, donc, repose après sur un examen qui est porté par des professionnels qui sont expérimentés, qui sont formés et qui sont habilités pour instruire une demande. Et cette instruction, comme Frédéric, d'ailleurs. Donc, délivrance comme Frédéric est présent. Alors, donc, Frédéric pardon, excuse-moi. Oui, exact, effectivement. D'ailleurs, il y a eu on pourra en parler pour si certains ici spectateurs souhaitent être instructeurs, évoquer en fait ces différentes procédures et démarches. Très bien. Alors, on a lancé le sondage, je viens de l'arrêter, enfin je l'ai arrêté il y a quelques secondes. Nous avons en fait 53% des présents qui sont en fait 53% qui sont des cabinets de conseil. Nous avons 21% de personnes et de cabinets en fait qui sont plutôt des
des utilisateurs de prestations de services. Et puis, il y a 10% en fait, d'entreprises qui envisagent en fait, d'adhérer ou tout du moins qui s'intéressent en fait, à la démarche OPQCM. Voilà. Donc, maintenant, nous allons regarder. Alors, on a pu voir pour le processus. Vincent, Christophe, je voudrais insister sur le fait que l'instruction se fait sur dossier, donc des éléments qui sont apportés par l'entreprise postulante, mais surtout l'instruction repose après sur des attestations qui sont remises par les clients et qui attestent de la bonne exécution des missions qui ont été menées par les entreprises postulantes. Cet aspect-là est essentiel. C'est-à-dire la qualification PQC repose sur la satisfaction client. OK. C'est quelque chose effectivement qui sera abordé dans les slides suivants. Christophe, peut-être une question, je ne sais pas, au niveau du chat de Régis Latour, qui pose la question, est-ce que le COFRAC a un lien avec l'organisme ISO? En fait, le COFRAC est une organisation indépendante. Hein, Jacques? Le COFRAC est un opérateur économique qui est reconnu par l'Europe et donc il a pour mission d'accréditer en France toutes les qualifications et les certifications qui sont celles qui régissent la vie économique européenne et donc française. Comme l'ISO, par exemple. Et là, on est sur une dimension où on accrédite un organisme, alors que quand on est sur les dimensions ISO, on est beaucoup plus sur des questions liées à des procédures de qualité qui là font l'objet d'un autre examen, d'autres avis, qui sont là en France notamment portés par l'AFNOR, qui instruit toutes les questions liées à des démarches normatives et notamment des démarches ISO. Parfait, parfait. Très bien. Alors, au niveau du processus, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'intérieur de ce processus, il y a effectivement un élément important au niveau de la satisfaction client. Il y a aussi quelque chose qui est nécessaire et indispensable, c'est qu'il faut que le professionnel fasse une démarche volontaire, qui puisse devenir postulant en fait, à cette qualification. Ça repose sur ce point-là. Le référentiel a été mis en place au niveau de l'ISQ, constitué en fait de l'ensemble en fait de la gouvernance qui est constituée à la fois des prestataires, des clients de ces prestataires, mais aussi en fait de l'intérêt général. Pendant plusieurs années, l'État en fait a été présent au conseil d'administration de l'ISQ et a été en fait très actif aussi, évidemment, pour mettre en place cette qualification. Nous avons en fait… Tout à fait. Oui. Comme souvent dans la vie économique, lorsqu'on a à initier une démarche telle que ces démarches de qualité, le soutien de l'État était essentiel lorsque l'OPQCM a été créé. Il a été créé en fait entre deux syndicats patronaux, donc Sinov et Syntec, et sous le couvert et la bénédiction de l'État qui s'est aperçu que le fait de vouloir mettre en place des démarches de qualité, des démarches vertueuses au sein de la branche du Conseil était bénéfique pour l'économie française. Donc, l'État a apporté sa caution, a accompagné Sinov et Syntec dans la création de l'OPQCM, dans la mise en place du dispositif, dans l'accroche du
du dispositif pour la faire rentrer dans une norme. Hein, c'est la norme X091 qui régit encore actuellement tous les organismes qui qualifient les entreprises. Hein, en France, il y a, à côté de l'EPQCM, il y a l'EPQIBI pour l'ingénierie, il y a l'EPQU pour les urbanistes, il y a l'EPQTech pour les économistes, et également pour les programmistes et les AMO. Donc, tous les organismes de qualification en France sont régis pour l'instant sous la norme NF X50-091. Donc l'État nous a accompagnés. La gouvernance lorsque le COFRAC voilà. Et lorsque le COFRAC est intervenu, donc l'État a laissé vivre notre dispositif sans pour cela après réintervenir. Donc, ce qui fait que maintenant, on est une structure qui est complètement mature, bien installée, avec donc des instances brodées, un dispositif qui est robuste. Et donc, on vit maintenant de manière indépendante, uniquement régie par le dispositif COFRAC et le dispositif NF X50. Ok. Un point important aussi, c'est que la démarche d'instruction est complètement différente et indépendante de l'attribution proprement dit de la qualification. Hein. Il y a d'un côté les instructeurs qui sont, je le rappelle, bénévoles. D'ailleurs, je tenais en fait à préciser l'excellent travail que les instructeurs font. Ils sont vraiment dévoués et sans intérêt particulier, du moins financier, sur cette démarche-là. Je pense que, effectivement, Frédéric, vous pouvez peut-être nous apporter quelques précisions sur cet engagement-là en tant qu'instructeur. Oui, en tout cas, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est nécessairement en fait une démarche bénévole. Je crois que là ici, l'ensemble des instructeurs en fait souhaitent s'impliquer en fait pour la profession de manière en fait à avoir un écosystème en fait qui soit fondé sur une même approche du métier, des mêmes valeurs, une même éthique. Et voilà, en tout cas, c'est la philosophie des instructeurs. Et bien entendu, là aussi, c'est pas l'objectif peut-être du webinaire, mais tous ceux qui souhaiteraient s'impliquer, eh bien, on est forcément en fait preneur de les inscrire et effectivement de rentrer dans un process en fait, en tout cas, d'intégration pour voir comment on analyse un dossier, qu'est-ce qu'on en attend, mais on accueillerait tous ceux qui souhaitent s'impliquer avec grand plaisir. Tout à fait. Et c'est important effectivement de préciser ce point-là. Moi, j'ai été instructeur sur une autre qualification et c'est vrai que c'est quelque chose d'enrichissant parce qu'on apprend autant de nos interlocuteurs que nos interlocuteurs peuvent, je dirais, bénéficier de ce que apporte en fait une qualification comme celle-ci. Je voulais aussi préciser un point, c'est que l'instruction se fait avec des entretiens à distance, il me semble, et aussi des enquêtes qui sont menées auprès de clients qui ont été identifiés dans cette démarche de qualification. Oui, en tout cas, on a nécessairement en fait un échange qui aujourd'hui, avec la crise sanitaire, se fait forcément en fait en visio, mais alors qu'avant la crise, on avait en tout cas une rencontre dans les différents locaux. L'objectif, en fait, bien entendu, c'est de bien comprendre en fait l'entreprise qui demande la qualification. Et donc, ça passe par des interviews, du contrôle formel à la fois sur la partie dossier, et puis ensuite, après, des interviews qui aujourd'hui sont à distance. Très bien. OK. Petit clin d'œil aussi à la présidente de la commission de qualification, la commission qui instruit plutôt, qui est en fait Chantal Dagneau. C'est une personne qui est aussi instructrice
et qui, je crois, d'après ce que me disait Jacques, j'en suis sûr même, fait le lien entre la commission d'instruction et le comité, excusez-moi, j'ai un appel sur mon portable, et le comité en fait de qualification. Tout à fait. Le COFRAC pose une série de critères. Le premier critère, c'est d'avoir une gestion tripartite, client, fournisseur, donc prestataire de services et intérêt général. Et en même temps, donc ici, ça veut dire que on a affaire à une organisation qui permet d'avoir des gens qui appartiennent à des univers professionnels différents. Il y a un second aspect qui est important également à retenir, c'est que le processus de qualification repose sur la question de l'impartialité. C'est-à-dire, en fait, on doit distinguer le temps de l'instruction du temps de l'attribution de la qualification. Donc, c'est pour cela qu'on a au sein du dispositif, il y a deux instances qui travaillent de manière différente. La première, c'est le comité d'instruction qui est animé par Chantal et au sein duquel on trouve des gens qui appartiennent au monde du conseil et qui examinent les dossiers des entreprises postulantes. Donc, on a bien une instruction par les pairs des demandes de qualification. Le comité d'instruction donne son avis à partir de pièces écrites, et j'insiste beaucoup, là, c'est une démarche de qualité, donc à chaque fois, c'est une culture de l'écrit. C'est-à-dire qu'on est sur des éléments qui sont des éléments factuels, probants, vérifiables. Et cette instruction, donc, elle est après portée par Chantal auprès du comité de qualification qui examine la manière dont s'est déroulée l'instruction, les domaines qui sont revendiqués, les pièces qui ont été portées comme justification, notamment la fameuse attestation client ou les fameuses attestations clients, et le comité attribue une qualification. Donc, entre ceux qui instruisent et ceux qui qualifient, il y a donc une différence d'instance, ce qui permet de garantir l'impartialité de la décision. Très bien. Merci Jacques pour ces précisions importantes. Alors, en ce qui concerne en fait la qualification PQCM, on a fait un point très rapide. Alors, on a pu le voir que c'était une organisation tripartite. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont importants, mais ce que apporte cette qualification, premièrement, c'est à partir du moment où on fait partie en fait, de la communauté des gens qui sont qualifiés au PQCM, on fait partie d'une communauté, et donc il y a un sentiment d'appartenance et qui fait en fait, que l'on peut, je dirais, relativement faciliter les échanges. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous témoigner un petit peu de ce point-là, sur le point de la communauté professionnelle ? Oui, en fait, finalement, l'OPQCM, c'est une reconnaissance en fait de son expertise professionnelle et de son savoir-faire. Donc, c'est nécessairement en fait un gage de qualité et porté bien sûr par l'ensemble de la communauté professionnelle. Donc, c'est en tout cas le principal atout, sachant que bien entendu, cet atout est parfois nécessaire. On le verra après selon les classifications et puis le témoignage de Nathalie, mais parfois ça peut être nécessaire, ou en tout cas, à défaut d'être nécessaire, en tout cas un vrai enjeu sur le plan commercial, puisque demandé par un certain nombre de clients. Eh bien justement, Nathalie, vous qui êtes côté client, on y a mis en fait que c'est aussi un enjeu commercial parce que pouvoir faire apparaître sur ces documents et pouvoir le dire aux clients que nous sommes en fait qualifiés au PQCM est un élément important. Alors vous, en tant que représentant d'un certain nombre d'acheteurs, qu'en pensez-vous ?
Oui, effectivement. Donc, pour moi, cette qualification, ça permet de sécuriser l'acte d'achat. On voit bien, en tout cas, bon, PQCM, on voit que c'est une marque historique, hein, vous existez quand même depuis de nombreuses années. Ce qui me semble extrêmement important, en tout cas, c'est de communiquer aussi auprès des acheteurs que vous êtes un organisme, comme vous l'avez décrit, qui est un organisme qui est indépendant, qui est reconnu par l'État, qui fait l'objet d'un certain nombre de processus, en tout cas, qui sont bien identifiés et qui a véritablement un respect de l'éthique, hein, puisque vous l'avez bien dit, il y a le côté instruction qui est bien séparé du côté qualification. Et ça, c'est véritablement un élément important pour sécuriser. En tout cas, c'est un gage, ça préjuge vraiment d'une relation de confiance, d'un gage de confiance dans cette relation client-fournisseur et comme je le disais au début, qui est primordiale en tout cas pour travailler au mieux. Hein. Mais par contre, voilà, ce que j'ai à dire, c'est important aussi peut-être de présenter, de représenter lorsqu'on est un cabinet de conseil, qu'est-ce que c'est que cette qualification? Parce que parfois on oublie, on sait tellement ce que c'est, on oublie de dire voilà, on est qualifié au PQCM. Il faut aller plus loin parce que, comme vous le dites, c'est une communauté, c'est un engagement. Quelque part, vous avez fait une démarche volontaire d'y aller. En même temps, il faut l'expliquer. Je trouve que quelque part, c'est un argument aussi commercial, mais un argument pas que commercial, c'est un engagement. Mais comme il y a aussi ce travail d'instruction, c'est pas de bonnes paroles, c'est quelque part, il y a du fond et de la matière derrière. Donc voilà, si j'avais quelque chose à en dire, c'est extrêmement important, effectivement, c'est un élément positif et complémentaire pour l'acheteur. Mais n'hésitez pas, quelque part, à expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière cette qualification. Et précisément, pardon, Christophe, voilà, mais pour rebondir sur ce que vous dites, Nathalie, c'est vrai que dans un dossier d'instruction, on demande d'ailleurs, il est demandé une lettre de motivation, en tout cas, pourquoi on s'inscrit dans cette démarche. C'est l'une des premières pièces demandées. Donc, et puis, je pense aussi qu'il y a une dimension qui est aussi très importante auquel Nathalie est sensible, notamment au niveau du comité national des achats, c'est sur la partie de l'éthique et des valeurs. Vous pouvez peut-être nous en dire quelque chose sur ce que ça représente justement cette notion, d'autant plus que la qualification EQCM, c'est une qualification qui vous engage dans la durée. Donc, ça veut dire que vous êtes mesuré, on va pouvoir le voir tout à l'heure, vous êtes mesuré sur le plan financier, mais sur le plan aussi de la stratégie de l'entreprise et au-delà de cela, du respect de valeurs. Et il y a une charte d'engagement. Bien sûr, donc ça, effectivement, ce point éthique est extrêmement important. D'ailleurs, le Conseil national des achats aussi est engagé sur ce point. Hein. Voilà, lorsqu'on adhère au CNA, on adhère aussi à la charte éthique hein, du Conseil national des achats. Et ça c'est essentiel. Et on le voit, effectivement, c'est un gage, c'est une garantie. Comme vous le disiez vous-même, il y a également le COFRAC, hein, quelque part, qui valide aussi tout le processus de qualification. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est véritablement un gage de qualité et donc de confiance. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce retour d'expérience par rapport à ça. Autre point qui est important, c'est que la qualification au PQCM, c'est une qualification qui est très précise. Notamment, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 18 domaines différents. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes qualifié au PQCM, vous n'êtes pas qualifié au niveau de l'ensemble de l'entreprise, mais sur certaines activités. Et ce qui permet d'autant plus aux entreprises qui sont qualifiées de marquer leur spécialisation et leur domaine d'expertise et d'excellence. Frédéric, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce point-là. Eh bien, en tout cas, avec 18 domaines aussi complets, vous voyez que finalement, eh bien, on ne peut pas, ne serait-ce que même en termes d'instructeurs, couvrir l'ensemble de ces domaines-là. Raison, par exemple, pour laquelle, pour ma part, je suis instructeur uniquement sur le domaine 7 et le domaine 18, qui sont mes domaines de prédilection sur le plan professionnel.
sur des grands groupes ou parfois, au contraire, même des activités qui pourraient regrouper différentes classifications. On aide ici les futurs adhérents à expliquer ce qu'on a derrière ces catégories et quelles activités en réalité ça regroupe. Puisque bien entendu, il y a tout un cahier des charges derrière chacun des points. Alors, je pense que là, c'est pas l'objectif du webinaire, mais on se tient à la disposition de tous ceux qui pourraient avoir des questions par rapport à cette classification. Tout à fait. Eh bien, ça me permet de lancer le deuxième sondage qui est en fait par rapport à la connaissance que vous avez de… Est-ce que votre organisme, est-ce que votre entreprise est qualifiée au PQCM? Donc, je vous laisse répondre. Je vous remercie de votre réactivité. Ça va très, très vite. Donc, c'est super. Merci beaucoup. On va passer au slide suivant qui est en fait les éléments en fait, différenciants. Oui, pardon. Juste un petit point quand même par rapport à cette partie identification par domaine de qualification. J'allais dire, j'interviens aussi côté plutôt achat. Je trouve ça intéressant parce que les instructeurs sont spécifiques en tout cas. Cette qualification est intéressante parce que vous n'êtes pas généraliste. Et par rapport aux acheteurs, on se retrouve aussi face à les prestations intellectuelles, on le voit, de conseils sont vastes, hein, les domaines sont extrêmement variés et finalement on se retrouve à fonctionner, ce que vous proposez, en miroir par famille d'achat. Et ça, je trouve ça quand même aussi extrêmement intéressant. Et ça m'amène à vous poser une petite question. Peut-être qu'on en parlera après, mais j'imagine avec toutes les transformations digitales que nous vivons actuellement, est-ce qu'il y a des nouveaux domaines, en tout cas, ou des évolutions qui sont prévues dans les prochains mois? Eh bien, je vous laisse répondre. Tout à fait. Les domaines de qualification sont des constructions. Hein, donc, c'est au sein de l'OPQCM, donc de manière régulière, les domaines sont passés en revue pour vérifier leur pertinence. Et on a été amené à prendre en compte les évolutions de la société, les évolutions de l'économie, l'évolution des savoirs et des compétences pour instiller dans les domaines de compétences des dimensions nouvelles. Par exemple, on avait intégré toutes les considérations liées à l'environnement, donc notamment vis-à-vis des industriels qui travaillaient sur des processus complexes. Nous sommes en train d'intégrer toutes les dimensions liées au numérique, notamment les questions liées à la RGPD, donc des choses qui sont des métiers nouveaux. Donc, il y a toute une série de conseils qui se sont installés et qui traitent de la question du numérique. Donc, les domaines de qualification sont revus de manière régulière et ils sont enrichis, reformulés, réorganisés pour tenir compte de l'évolution de l'économie et de l'ensemble de ses composants. Donc voilà, donc on a affaire à un dispositif de qualification qui est vivant, au sens où il suit les évolutions de la société. Très bien, merci. Et de son économie. Et bien sûr, pardon, mais nous sommes par classification, bien sûr, plusieurs instructeurs. Moi, par exemple, je l'indiquais, je suis sur le domaine 7 et le domaine 18, mais bien sûr, j'ai de nombreux collègues sur la partie 7 ou la partie 18. Merci. Très bien. Alors, je mets fin au sondage précédent. Alors, il y a 21% des personnes qui sont présentes qui sont déjà qualifiées au PQCM, donc intéressées pour justement voir ce qui se dit, et notamment vis-à-vis des acheteurs, par exemple. Ça, c'est un point important. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est que
n'hésitez pas, surtout pour les personnes qui sont déjà au PQCM, à mettre en avant cette qualification parce qu'on a effectivement, grâce à ces échos-là au niveau du CNA ou d'autres, je dirais une visibilité qui est croissante par rapport à ça. L'autre point, d'autres personnes qui pour l'instant n'envisagent pas de s'inscrire dans cette démarche, et pas de cette démarche, mais dans cette démarche, excusez-moi pour l'erreur. D'autres personnes qui sont indécis, il y a 10% qui sont indécis, et d'autres 21% qui n'ont pas prévu pour l'instant, et 21% qui sont aussi non concernés de par le fait que ce sont certainement en fait des utilisateurs de prestations de services. Voilà. Je vous propose de passer donc à la slide suivante, qui est déjà affichée. Donc, en fait, on travaille là sur plutôt les avantages. Donc, on a pu parler d'avantages concurrentiels et de visibilité. Hein, c'est un point, je dirais, qui est important. Le fait d'être sur 18 domaines d'intervention fait évidemment, permet en fait de préciser votre spécialité, votre niveau d'expertise, et ce qui donne en fait un écho particulier par rapport à ça. Et puis aussi dans la relation fournisseur-client, c'est un élément sécurisant dans l'acte d'achat. Vous êtes exprimé dessus, Nathalie. Peut-être un point complémentaire sur ce point-là en termes de sécurisation, notamment sur certains domaines peut-être. En termes de sécurisation, oui, de toute façon, la sécurisation là par rapport à votre processus aussi, en tout cas, que vous avez bien décrit, hein, c'est là où on a cette sécurisation par rapport, donc, d'une part à ce côté instruction, qualification, comme vous le disiez, et en même temps, je dirais, la validation par COFRAC de tout le processus. D'accord, OK. Alors, il y a en fait des domaines sur lesquels, d'ailleurs Frédéric connaît bien ces domaines, qui sont intéressants et importants de pouvoir être qualifiés. En fait, on a retenu, entre autres, hein, il y a d'autres domaines, mais entre autres le domaine 7 et le domaine 17. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le domaine 7, je crois, c'est lié en fait à tout ce qui touche le crédit impôt recherche. Oui, alors en tout cas, là c'est plus peut-être mon domaine d'expertise, mais en tout cas, autrement, le domaine 7 en fait est assez parlant. C'est plus sur la partie finance et assurance. Sur la partie finance, les métiers liés justement, notamment à des levées de fonds, au crédit d'impôt recherche, au financement. Nous avons beaucoup d'acteurs liés au crédit d'impôt recherche parce que c'est une qualification nécessaire pour faire partie de l'association des conseillers en innovation. Donc c'est effectivement pertinent à ce titre-là. Et on a l'autre qualification, notamment l'optimisation des coûts, la classification 18, où là, peut-être qu'en termes de lecture, elle peut apparaître peut-être un peu plus large dans le périmètre. Eh bien, en fait, ce sont tous les aspects qui ont attrait aux réductions de coûts, qu'ils soient liés à l'ingénierie sociale, mais également de l'ingénierie financière, fiscale ou achat. Et on s'aperçoit que c'est comme ça qu'on peut avoir parfois aussi des cabinets qui peuvent être à la fois dans un domaine et également dans un autre de par leur activité, d'où la nécessité en termes d'instruction de bien comprendre les différents domaines d'expertise de l'entreprise. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Jacques, tu voulais dire quelque chose? Que la vie économique, parfois, exige de mettre en place des procédures. Et c'est notamment, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est notamment la question autour du crédit impôt. L'administration fiscale demande à ce que les personnes qui interviennent sur les questions qui touchent à l'impôt, et donc derrière à les demandes de réduction d'impôts auprès de l'État, donc que ces professionnels-là sont des professionnels qui soient réellement aguerris. Et donc,
qui soit qualifié. De la même manière, il y a des moments où dans les missions, on touche à des missions qui ont un sujet principal, et puis de temps en temps, on a des missions qui touchent ce qu'on appelle des aspects accessoires, et c'est notamment la question juridique. Et donc, à ce moment-là, le professionnel du conseil qui intervient sur du droit à titre accessoire doit être formé. C'est important, leur formation initiale ou formation continue dans les matières juridiques. Donc, notamment, en matière de formation continue, avoir une formation de 250 heures. Il doit être porteur de référence, dont il doit être expérimenté, et surtout après, il doit être qualifié. Donc, la qualification permet à des personnes liées à des activités de conseil de pouvoir trouver une plénitude dans le déroulé de leur mission, y compris dans une relation avec l'État, y compris dans une relation avec d'autres partenaires qui appartiennent à des professions dites réglementées. Très bien. Simplement, le gardien du temps me dit qu'il reste 4 minutes. Donc, on va accélérer sur la slide suivante. Merci Jacques pour ces précisions. C'est important, effectivement, de sécuriser, et notamment vis-à-vis des acheteurs. Je pense que cet écho-là est particulier, hein, Nathalie. Tout à fait. Oui. Concernant en fait la démarche de qualification, donc là, Frédéric, vous allez peut-être pouvoir effectivement nous en parler, puisque vous l'avez vécu à la fois au niveau de votre entreprise, mais aussi en tant qu'instructeur, c'est ce que vous regardez de manière systématique. Donc, dites-nous en plus sur ce qui est en fait observé et mesuré. Oui, alors pour faire rapidement, tout dépend en fait de la situation de l'entreprise. Est-ce qu'elle est en création où elle vient d'être créée, ou est-ce qu'au contraire c'est une entreprise établie depuis très longtemps. Mais l'instruction est organisée en fait autour de trois thématiques. Une première en fait qui comprend les documents administratifs et financiers, soit premier volet, qui peuvent différer, je le disais, selon la situation de l'entreprise. Est-ce que ce sera plutôt des business plans, ou plutôt en fait, par exemple ici des liasses fiscales si l'entreprise elle vient pas d'être créée. Deuxième volet, ce sont les moyens humains, pour au-delà en fait de l'expertise annoncée par l'entreprise, en fait, quelle est réellement la qualification en fait des employés qui travaillent, ou des dirigeants qui travaillent dans cette structure. Donc volet nécessairement important. Et puis, comme vous l'avez rappelé, Jacques et Nathalie, la partie satisfaction client, où là en fait on a des sondages qui sont faits selon bien sûr les éléments transmis par l'entreprise candidate, pour s'assurer de la bonne réalisation de la mission et de la manière dont elle a pu être réalisée. Troisième volet, là aussi impératif important, et avec des éléments complémentaires, j'ai pu l'indiquer, une lettre de motivation pour expliquer l'intérêt en fait justement de cette démarche volontaire, avec juste peut-être pour terminer, vous dire qu'en fait en tout cas il y a une instruction tous les trimestres. Donc, on indique que la durée moyenne, c'est à peu près 3 mois, avec du contrôle formel et puis une rencontre à distance ou en présentiel si c'est possible. Et là aussi, on l'a évoqué, mais bien sûr, un cadre éthique, c'est peut-être ce qui chapeaute l'ensemble, extrêmement important, et sur lequel je ne reviens pas. Parfait. Frédéric, il y a une question d'Olivier qui nous demande si la qualification doit être mesurée sur diplôme ou éventuellement expérience de 10 à 30 ans. Est-ce qu'une expérience de 10 à 30 ans, par exemple, est suffisante? Oui. Merci Olivier pour votre question, parce que effectivement vous avez raison. Fort heureusement, en fait, on n'est pas concentré en fait sur la partie diplôme. Ça peut être un max, mais pas que. Loin de là, l'expérience professionnelle est parfaitement reconnue, tout à fait légitime, et donc du coup, en fait, on peut être expert sur le métier sans avoir de diplôme, sauf si ceux-là sont prérequis.
par rapport à la qualification, évidemment, mais autrement, non, non, tout à fait possible, sans aucune difficulté. Très bien, je relance tout de suite de nouveau un sondage qui sera le dernier, évidemment, puisqu'il nous reste pratiquement plus de temps, puisqu'on a dépassé l'heure de midi. Je vous propose en fait de prolonger encore quelques secondes, quelques minutes notre webinaire. Un point sur lequel nous avons abordé des éléments, c'est le code de conduite professionnelle. Nathalie, peut-être compte tenu du fait que vous avez aussi une appétence particulière sur ce point-là, nous rappeler un peu de quelle manière vous voyez les choses sur ce point-là, et notamment par exemple au niveau des cabinets de prestataires de services, de conseil. Je dirais que le code de conduite professionnelle, ça permet aussi de développer la confiance à travers le respect d'une déontologie, hein. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Très bien. Okay. Qui vient se rajouter effectivement aux aspects professionnalisme et compétences dont vous avez parlé, ainsi qu'aux valeurs d'éthique. Tout à fait. Petit point, je crois, Frédéric ou même Jacques, sur ce point-là, lorsqu'on a en fait des éléments qui font apparaître que ce code de conduite n'est pas respecté, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il existe des instances au sein de l'OPQCM pour régler les conflits, les litiges. Et comme dans n'importe quelle manière de vivre en société, les choses se résolvent par la conciliation, par l'atténuation du conflit et sa résolution. Et puis, de temps en temps, lorsqu'il faut faire preuve d'autorité, on peut très bien retirer une qualification à un professionnel qui déroge soit à des règles d'action individuelle, l'éthique, soit à des règles d'action collective, la déontologie. Donc, la vie au sein de l'OPQCM est conforme à la vie en société. Il y a de l'écoute, il y a du conflit, résolution de conflit, il y a de l'arbitrage, et puis de temps en temps, il y a de la sanction. Ok, c'est d'ailleurs important de le savoir, ce qui permet en fait de donner d'autant plus de valeur en fait à ces engagements et au contenu en fait de ces qualifications. Voilà. La qualification est donnée pour une durée de vie illimitée, hein, c'est 4 ans. Donc ça veut dire que tous les 4 ans, on repasse devant ses pairs, on remet à jour ses attestations, on remet à jour son dossier, on se remet à jour de manière continuelle. C'est une démarche de qualité qui cherche à avoir des professionnels qui soient vertueux. Qui à un moment ou à un autre se ressourcent et mettent à jour de manière continuelle l'état de l'art de la profession. Frédéric, un dernier point, puisque c'est notre dernière slide, sur le retour d'expérience, notamment au niveau de l'entreprise. Et d'ailleurs, ce que vous avez pu observer lorsque vous faisiez des instructions vis-à-vis des clients, on y a mis quelques points que vous nous aviez donnés précédemment. Oui, ce qui permet d'ailleurs de faire le lien avec ce que vous venez de dire, Jacques, c'est que finalement, ça permet d'avoir une démarche très structurante, structurée, qui est une démarche d'ailleurs d'amélioration continue et en ce sens-là, c'est nécessairement utile. C'est en tout cas un bénéfice que nous y avons vu en tant qu'entreprise, au-delà de tous les avantages qu'on a pu présenter tout à l'heure. Et là, effectivement, certains étaient repris comme la reconnaissance professionnelle qui est indéniable et l'engagement de qualité. Très bien. Parfait. Alors, pour répondre, pour finaliser, il y a Olivier qui nous repose une question qui nous demande, en fait, dans le cadre des crédits impôt recherche, est-ce que la notion d'expérience peut permettre d'obtenir la qualification au PQCM, même si initialement il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation initiale. Oui, parce que donc en fait effectivement
effectivement, cette expérience professionnelle est prise en compte et est reconnue. D'ailleurs, en fait, ici sur ce métier-là, qui est un métier à la fois technique et puis à la fois fiscal, eh bien, on n'a pas une seule et même expertise diplômante qui peut permettre d'y répondre. Donc, l'expérience professionnelle est totalement. Parfait, parfait. Il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment très sincèrement de ce webinaire. Je voulais aussi remercier les personnes que l'on ne voit pas, qui sont en premier lieu déjà Pascal de Brézy, qui en fait est la personne que vous avez régulièrement au téléphone ou même par mail dans le cadre d'une procédure d'instruction. Pascal est quelqu'un de discrète, mais très efficace et exceptionnel dans son investissement. Et sachez que voilà, c'est aussi important de savoir que vous pourrez être suivi et coaché et organisé par rapport à ça. C'est un point important. Merci Pascal de nous avoir permis de préparer ce webinaire. Merci aussi à Déborah qui est du CNA, qui nous a en fait coordonné un certain nombre de choses pour relayer l'information. Merci aussi à Benjamin qui est derrière les manettes, hein, qui sur le plan technique nous permet en fait de bien nous coordonner. Merci à Jacques, merci à Frédéric et merci à Nathalie de votre investissement et partenariat. Et je pense qu'on va continuer certainement au niveau de l'EPQCM à continuer à travailler ensemble. On a quelques idées, mais on pourra vous en parler en dehors de ça. Avec grand plaisir. Merci. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci à vous et merci bonne journée. Vous qui est derrière la caméra. Vous avez été présent tout le temps. Il n'y a pratiquement pas eu de départ, donc c'est une bonne chose. Et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci. Merci. Au revoir.